De nombreux temples, monuments, villes construits par nos ancêtres subsistent encore aujourd'hui pour notre admiration. Cependant, le simple fait de les admirer ne nous révèle pas les méthodes de leur construction. Les techniques et technologies anciennes restent énigmatiques et nous pouvons le prouver grâce aux merveilles technologiques anciennes que vous allez voir dans cette vidéo. Nombreux sont les contes et légendes qui émanent de l'Azerbaïdjan, cherchant à élucider l'origine véritable et la nature de la tour de la Vierge à Bakou. Il est regrettable qu'aucun d'eux ne nous rapproche de l'authentique histoire qui se cache derrière cette bâtisse. Bakou, cette cité fortifiée millénaire, abrite en son sein la tour de la Vierge, la plus ancienne construction de ses confins. Elle est d'une telle ancienneté que personne ne peut affirmer avec exactitude quand elle fut érigée ni quel nom lui fut attribué par ses bâtisseurs. Les conjectures les plus éclairées laissent entendre qu'il s'agit d'une œuvre du XIIe siècle, mais une distinction notable existe entre les pierres composant les 3 premiers étages du bâtiment et celles formant le reste. Ces 3 niveaux inférieurs sont probablement âgés de plus de 2500 ans, peut-être même davantage. Cela rendrait la tour plus ancienne que l'islam lui-même, ce qui suggère que si elle était un édifice religieux, elle fut probablement élevée par des zoroastriens. Alternativement, elle aurait pu être un observatoire, car les saillies de pierre qui émergent de la tour correspondent aux phases ascendantes et descendantes du cycle lunaire. Le nom « Tour de la Vierge » émane d'une légende sur la fille d'un roi qui, pour échapper à un mariage arrangé, aurait sauté du sommet de la tour jusqu'à sa mort. Néanmoins, aucune preuve historique ne soutient cette histoire. Si l'objectif de ce documentaire est d'aborder les cultures anciennes et leurs remarquables prouesses technologiques, il serait maladroit de notre part de ne point mentionner la culture millénaire Inca d'Amérique du Sud. Comment, il y a 3500 ans, ont-ils pu sculpter un aqueduc carré dans un rocher volcanique 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, à Cajamarca, au Pérou? Cela pourrait être l'œuvre d'une civilisation avancée qui a précédé les Incas, mais qui n'a laissé aucune trace dans la région pour nous aider à l'identifier. Même le nom du site, Cumbemayo, signifiant « rivière étroite », ne nous offre aucune indication sur qui a créé la plus ancienne structure construite par l'homme en Amérique du Sud. L'aqueduc, sculpté avec précision, conduit l'eau issue de la fonte des neiges-montagnes en aval, jusqu'aux villes dans les vallées sèches au pied de la montagne. Un exploit d'ingéniosité qui nous fait nous interroger si les moines de pierre, ces piliers volcaniques de 18 mètres de hauteur, qui se trouvent naturellement au-dessus de l'aqueduc, seraient réellement naturels. Passons maintenant à quelque chose de véritablement stupéfiant en termes de sophistication et d'ampleur. La carrière de Yangshan, en Chine, d'où provient la majorité de la pierre utilisée dans les grands monuments de Nankin. Cependant, toutes les pierres qui ont été extraites, taillées et modelées ici n'ont pas été transportées ailleurs. Certaines, comme la colossale stèle inachevée, demeurent encore sur place. L'histoire nous apprend que la création de la stèle a été ordonnée par l'empereur Yongli au XVe siècle, qui souhaitait l'utiliser dans un monument pour honorer son père dans le mausolée de Ming Xiaoling. Les ouvriers ont réussi à sculpter la tête, la base et le corps de la stèle avant de visiblement abandonner, probablement ébahis par l'immensité de leur création. Le corps mesure 9 mètres de large, 4 mètres et demi d'épaisseur et 45 mètres de haut. Nous avons à peine une idée de la manière dont ils ont pu sculpter quelque chose d'aussi énorme et nous savons qu'il serait impossible de la transporter. On ne peut s'empêcher de se demander ce qui les a convaincus qu'une telle entreprise était possible au départ. À quelques kilomètres à l'est de la pittoresque ville portuaire de Saint-Malo, le long de la côte d'Émeraude de Bretagne, se trouve le charmant site des rochers sculptés de Roténeuf. Voyez comment ce jardin de sculptures côtières a vu le jour. Abbé Fourré a vécu au 19e siècle, mais à 55 ans, il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui l'a privé de l'usage d'un côté de son corps et l'a rendu sourd et muet. Il est devenu ermite et a vécu parmi les falaises de Roténeuf, utilisant le seul côté sain de son corps pour sculpter d'étranges formes dans les rochers. Il a commencé en 1894 et a continué pendant plus de 16 ans. On pense qu'il a également créé une galerie souterraine de figurines en bois, mais celles-ci ont presque toutes été détruites par un incendie en 1944.
Il existe plus de 300 sculptures uniques sur le site. Beaucoup d'entre elles seraient inspirées des contes folkloriques d'une famille de pirates appelée Roteneuf, qui a donné son nom à la région. Ils étaient pêcheurs et contrebandiers au 15e et 16e siècle. On disait qu'ils avaient une vision surhumaine qui leur permettait de voir à travers la mer pendant des kilomètres. Les histoires sont fantastiques, mais les sculptures sont phénoménales, surtout quand on considère qu'elles ont été créées par un homme d'un seul bras. L'humanité a commencé à récolter délibérément de l'huile d'olive il y a environ 5000 ans. Le processus consiste à cultiver des oliviers, à récolter les olives en septembre, à les broyer dans un pressoir, puis à recueillir le jus doré qui s'écoule. Dans l'Antiquité, l'huile d'olive était utilisée pour presque tout. Elle servait d'huile de cuisson, mais aussi de combustible pour les lampes. Elle était utilisée pour fabriquer du savon, mais aussi pour produire des médicaments. Aujourd'hui encore, l'huile d'olive est l'ingrédient le plus essentiel de la plupart des cuisines du Moyen-Orient. Les procédés impliqués dans la création de l'huile d'olive ont évolué au fil du temps et nous pouvons voir les restes d'un des pressoirs à huile les plus sophistiqués dans ce qui reste d'une maison de 4 pièces près du palais de Tel Hazor en Israël. Des parties de l'ancienne machine ont été reconstruites pour que le processus puisse être démontré aux touristes. Mais le cœur du pressoir à huile a environ 2800 ans. C'est un pressoir à levier d'un type qui resterait couramment utilisé pendant les 8 siècles suivants. Des poids en pierre poussent le levier vers le bas, exerçant une pression sur une pierre plate qui écrase un panier plein d'olives. Cela peut paraître primitif, mais c'était efficace. La découverte de la façon de fabriquer et de façonner l'acier a représenté une innovation technologique majeure pour nos ancêtres, mais quand un tel progrès a-t-il eu lieu? Les preuves suggèrent qu'il s'est produit bien avant ce que les livres d'histoire indiquent. Nous le disons, car il existe des preuves de l'utilisation d'agrafes métalliques dans divers temples antiques et mégalithes, dans des lieux aussi éloignés que le Cambodge au Pérou et l'ancienne Égypte, datant de milliers d'années. La preuve archéologique suggère que de petites agrafes métalliques étaient utilisées pour relier de grands blocs de pierre, y compris dans des bâtiments aussi célèbres que le Parthénon à Athènes. Cependant, les historiens ont tendance à négliger ces preuves, car ils ne peuvent pas les expliquer. Les marques d'agrafes peuvent être clairement vues sur plusieurs pierres contiguës dans d'anciennes constructions significatives, comme cela est évident dans ces images, mais l'acier lui-même a depuis longtemps disparu. L'explication la plus probable est que le matériau a été volé ou utilisé dans d'autres projets de construction longtemps après la construction des mégalithes, mais les marques demeurent sur place comme preuve qu'ils étaient là un jour. Les analyses de ceux qui semblent être des marques d'agrafes à Pumapunku ont révélé des traces de platine, un métal qui ne se liquéfie qu'à des températures supérieures à 1700 degrés Celsius. Comment nos anciens ancêtres ont-ils réussi à atteindre une telle température sans parler de l'utiliser dans leurs projets de construction? Notre prochaine antiquité est également connue sous plus d'un nom. La plupart des gens l'appellent le tombeau d'Absalom, mais parfois on l'appelle aussi le pilier d'Absalom. Quel que soit le nom que vous préférez lui donner, vous le trouverez dans la vallée de Kidron à Jérusalem. Le mystère entoure les origines de ce monumental tombeau taillé dans la pierre, remarquable pour son toit conique. L'association avec Absalom, fils du roi David, vient d'une ancienne tradition. Les archéologues et les scientifiques modernes soutiennent que cette association n'est pas possible. On dit qu'Absalom a vécu et est mort il y a environ 3000 ans, alors que le tombeau n'a pu être construit avant le 1er siècle. De plus, seule la moitié inférieure du monument est un tombeau. La moitié supérieure est un nefesh, une sorte de monument funéraire, et commémore probablement les personnes enterrées dans les grottes adjacentes, ainsi que quiconque a été enterré dans sa moitié inférieure. La chambre funéraire contient en effet 3 sites de sépulture, mais nous ignorons qui a été effectivement enterré dans l'un d'entre eux. Le pilier d'Absalom a été clairement construit pour des personnes d'une grande importance, mais nous ne saurons peut-être jamais qui étaient ces personnes. Il existe une quantité considérable de conjectures scientifiques concernant la datation des monuments sculptés dans la roche de Gopashal à Madhya Pradesh en Inde. Les gravures, parfois connues sous le nom de monument Parvajaina de Gopashal,
pourrait avoir été créé aussitôt que le 7e siècle ou aussi tardivement que le 15e siècle. Le fait que les scientifiques ne puissent être plus précis que cela est un signe de notre manque de connaissances concernant ces splendides ornements qui ornent les murs de la forteresse de Gwalior. Les spécialistes nous disent que la plupart des sculptures représentent des Tirthankara dans leur pose traditionnelle assise Padmasana, bien qu'il en existe d'autres qui les montrent dans une posture debout connue sous le nom de Kayotsarga. Toutes les sculptures sont nues, ce qui est courant dans l'iconographie jain. Il existe d'autres sanctuaires jains taillés dans la roche en Inde, mais aucun n'a autant de statues monumentales que ce site. C'est presque comme si les Jains essayaient de transformer toute la falaise en un immense sanctuaire. Les archives historiques montrent que l'empereur Moghol Babar a ordonné la mutilation des statues en 1527, mais la communauté Jain a finalement restauré ces dernières, ajoutant de nouvelles têtes en stuc. Il n'y a pas de réponse correcte à la question. Quelle est la couleur du calice de Lycurgue? Elle peut être de 2 couleurs différentes, selon la direction dans laquelle vous regardez et la qualité de l'éclairage au moment où vous regardez. Cette curiosité datant de 1600 ans a intrigué tous ceux qui l'ont vu pendant des siècles. Le calice a été fabriqué à partir de verre dichroïque, qui peut réfléchir les particules de lumière de différentes manières. Si une lumière est projetée derrière le verre, il paraîtra vert, mais si la lumière est projetée directement devant lui, la couleur change pour le rouge. Il est presque certain que celui qui l'a fait comprenait les principes du verre qu'il utilisait, même s'il ne savait pas pourquoi il se comportait de cette manière. Les archéologues n'ont jamais trouvé quelque chose de semblable, ce qui n'est peut-être pas surprenant étant donné la délicatesse du calice, donc nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'un seul artisan romain ancien ait compris le potentiel du verre et comment créer de belles œuvres avec lui. Lorsque celui-ci est mort, le secret de la fabrication d'objets comme celui-ci a été emporté avec lui dans sa tombe. Nous avons déjà fait un détour en France dans ce vidéo, mais nous y retournons pour vous montrer une église souterraine stupéfiante. Construire une église sous le sol est infiniment plus ardu que d'en ériger une à la surface, pour des raisons évidentes. Toutefois, peut-être les anciens bâtisseurs ont-ils perçu dans ce défi la manifestation suprême de leur foi. Quelle qu'ait été leur motivation, leur labeur a abouti à la création de l'église souterraine de Saint-Jean, située à Aubeterre, sur Dronne, la plus grande église souterraine d'Europe. Les scientifiques et les archéologues nous apprennent que l'intégralité de l'église a été taillée à la main dans une colline solide durant le XIIe siècle. Le style de l'église est un peu brut, ce qui est compréhensible compte tenu des méthodes utilisées pour la créer, mais l'échelle est stupéfiante. Sa salle principale abrite 2 colonnes massives soutenant un plafond de 18 mètres de haut et un escalier taillé à la main permet aux visiteurs de gravir tout le mur arrière et d'avoir une vue aérienne spectaculaire des lieux. Les spécialistes pensent que l'église a été initialement construite comme une cachette semi-secrète pour d'importants artefacts religieux. Le reliquaire romain dans la plus grande salle latérale est censé être une relique de la première croisade, et les 80 sarcophages dans l'autre salle latérale seraient les derniers repos des saints et des martyrs. Toutes ces affirmations sont impossibles à vérifier. Nous avons déjà exploré quelques énigmes de grande échelle dans ce vidéo. Ce mystérieux morceau de technologie est bien plus petit, mais non moins digne d'intérêt. Si vous ne faites qu'y jeter un coup d'œil, vous supposeriez que cette sculpture vieille de 2200 ans n'est qu'une parmi tant d'autres gravures égyptiennes représentant des oiseaux. Regardez de plus près, cependant, et vous verrez qu'à l'exception des yeux et du bec, elle a beaucoup plus en commun avec un avion moderne qu'avec n'importe quel oiseau que nous avons déjà vu. Les ailes sont minces, droites, effilées et dépourvues de plumes. La queue est aussi carrée. Si cela ne ressemblait qu'à un avion, nous pourrions rejeter ces caractéristiques comme une coïncidence. Mais la sculpture est aussi parfaitement aérodynamique. Une équipe de recherche a construit une réplique à l'échelle parfaite de la sculpture durant les années 1970 et a démontré qu'elle était capable de voler et de planer. S'agit-il d'un artefact hors de son temps? Ou y avait-il un fabricant de jouets égyptien qui a créé un jouet volant pour son enfant, sans se rendre compte qu'il avait inventé un modèle d'essai d'avion avec plus de 2000 ans d'avance?
Observée depuis les cieux, cette incroyable invention en Iran ne semble pas plus significative qu'une série de trous froissés dans le sol. C'est trompeur. Il s'agit en fait d'une vaste structure interconnectée connue sous le nom de Karize. C'est un miracle antique de l'ingénierie hydraulique. C'est l'un des plus grands exemples encore existants d'un système d'irrigation appelé Kanat, une forme de technologie de transport de l'eau toujours utilisée dans certaines parties du monde aujourd'hui. Confrontés à la vie dans une plaine sèche il y a 3000 ans, les anciens Perses savaient que la seule façon de survivre était d'amener l'eau jusqu'à eux. C'est ce que fait Karize. Le système est composé de tunnels souterrains qui s'étendent sur des kilomètres, reliant des puits à des réservoirs souterrains. Les trous visibles de dessus fournissent une ventilation pour les tunnels et un accès pour la collecte de l'eau. La construction d'un Kanat de taille moyenne aurait pris de nombreuses années, tout le travail étant effectué à la pioche et à la pelle. La construction de quelque chose de la taille de Karize a dû prendre des décennies. Des systèmes similaires existent encore aujourd'hui en Libye, au Turkménistan, en Iran et en Afghanistan. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.